Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints du syndrome ciné et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes ici pour vous parler de Blanche-Neige, le dernier remake live action de Disney. Car vous nous l'aviez demandé et en sondage et voilà, c'était votre choix Blanche-Neige. Voilà, donc c'est votre souhait démocratique. Accepté. Même si nous avons perdu un collègue sur la route, c'est ça, qui est sûrement encore endormi depuis cette pomme bizarre là qu'il a mangé. Voilà. C'est vrai, quelle idée aussi. Mais donc nous sommes ici pour vous parler de Blanche-Neige, réalisé par Mark Webb et écrit donc en partie par Greta Gerwig, c'est ça. Mais qui n'est pas crédité. Voilà. Selon nos informations du syndrome ciné. Voilà. Donc Greta Gerwig qui avait écrit et réalisé le film Barbie, qui essayait d'être lui-même une espèce de réinvention de l'imaginaire un peu misogyne de Barbie pour essayer de réécrire un peu et de parler de ça, tout ça. Après. Donc c'était un espèce de green flag un peu intéressant sur ce remake live. En mode, ok. Donc il tente un truc, quoi. C'est ça. Mais donc, est-ce que ce remake live action est une réussite ou pas? On va le savoir dans cette vidéo. Mais juste avant, petite reco de Thomas qui a vu un film et qui voulait nous en parler. Je vais faire court. Tardes de Soledad, c'est le premier documentaire d'Albert Serra. Albert Serra, c'est un réalisateur de fiction assez particulier, c'est un Catalan. Qui s'est fait connaître beaucoup il y a quelques années par Pacifiction, qui est un drôle de film assez formidable. Et donc là, il arrive avec ce premier projet de documentaire qui est consacré à la corrida. Donc il va suivre un toréador très connu dans le monde hispanophone. Et globalement, c'est un documentaire absolument extraordinaire, qui est vraiment pas facile à regarder, hein. C'est vraiment hyper violent parce qu'il nous cache rien des meurtres de taureaux qui arrivent plusieurs fois dans le film. C'est un film très perturbant. En termes de documentaire et de dispositif, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'interview face caméra pour nous apprendre l'histoire de la corrida ou donner du contexte ou les règles ou je sais pas quoi. On est tout seul avec les images. À de très rares moments, on a un peu de musique pour nous guider, mais globalement, on est tout seul dans des scènes qui sont très très longues, qui se répètent encore et encore. On a une succession de 15-20 minutes dans l'arène avec le taureau, le toréador et ses assistants. Puis la petite équipe de toréadors qui sont dans leur van, puis le toréador qui est tout seul dans son hôtel, et puis on recommence comme ça. Et pendant 2 heures, et Serra il travaille à épuiser les spectateurs pour faire quelque chose d'assez passionnant, parce qu'il se retrouve à faire des plans très très longs. Et au sein même de ces plans très très longs, on va avoir un moment où on est vraiment en empathie avec le taureau, avec l'absurdité, la cruauté, la violence de ce qu'il vit. Puis on va voir aussi à quel point c'est un milieu ultra masculiniste, et en même temps très éloigné des esthétiques hétéronormées. En fait, il y a quelque chose de très queer et de très gay dans leur esthétique, dans leur univers. Et puis des fois une fascination qui s'installe dans ce qui est effectivement un espèce d'acte fou et quelque part bizarrement courageux, à savoir que t'as ce type qui tous les matins se lève pour aller être face à face avec un taureau et pour le buter, il fait ça tout le jour de sa vie pendant des années, quoi. Donc le film est assez passionnant, assez trouble, assez ambigu, mais très très fort. Donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est pas facile, mais moi ça finira sûrement dans mon top. Merci pour Thomas pour cette petite recommandation. On va pouvoir passer maintenant à la critique de Blanche-Neige, qui se fera avec spoiler parce que vous connaissez tous Blanche-Neige et que le film date de 1937. Voilà, c'est bon. Tout de suite la critique. It's time to restore our kingdom. Follow me. Donc, ce nouveau live action de Disney réalisé par Mark Webb, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement, Thomas, de cette séance? Oui, alors. Donc, on vous cache pas, on voulait pas aller le voir, c'est juste, vous avez répondu à notre sondage. On accepte la démocratie. On a pris l'habitude de fuir ces films, en fait. Oui, mais uniquement parce que ces films sont faits pour le pognon, et uniquement du pognon. Au point où Disney ne fait plus d'efforts, ou presque, pour produire ce film. Oui, voilà. Mais bon, allez. Voilà. Et on va essayer d'être un peu positif sur ce début de vidéo. On va essayer de lancer. Alors, avis rapide. J'y allais en traînant les pieds, tout en étant curieux, parce que je sentais que peut-être il y a moyen qu'il joue quelque chose de pas si mal. Bel effort
Mais le projet était impossible, c'était maudit de base et il y a trop de mauvaises décisions ou de choses pas assez abouties qui vont pas assez loin. Pour moi, c'est un échec, malheureusement. C'est moins pire, mais c'est un échec. Mais on commence par les points positifs quand même. Voilà. Oui, On va essayer de la jouer optimiste sur ça. Ça fait un peu mieux le job en termes de live action Disney un peu cynique, qui a soif d'argent et qui fait une copie carbone du film d'origine dont les enfants et les adultes de 30 ans dans la salle sont nostalgiques. Ça fait peut-être un peu plus le taf que d'habitude quand même. Bah, ce qu'il y a de mieux, on va essayer de comparer les deux versions, la version de 37 et la version d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de mieux, on va dire, dans cette version, c'est qu'on a des personnages qui sont un peu plus travaillés, Oui. qui ont un arc beaucoup plus développé, des personnalités qui se dégagent un peu plus. Et donc ça, on a plus cette Blanche-Neige un peu innocente, un peu... Oui, complètement débile. complètement débile. Enfin, elle est très, très naïve et enfantine. Bah, c'est une princesse artificielle Disney, et de quoi. temps en temps, voilà, vraiment princesse qui est conne, naïve, enfantine, innocente, qui fait le ménage, qui est heureuse d'épouser un prince, qui lui-même est inexistant en termes de personnage. Voilà. C'était Oui, ça c'est les ça. bases quand même. Oui, voilà. C'était ça les bases du film de 37. Et- Blanche-Neige, on essaye de un peu mieux raconter ses parents qui sont décédés au début du film. Donc on essaye d'en créer un rapport avec ses parents disparus. On parle de ses aspirations en tant que jeune femme, en tant que jeune princesse. Et, Sa place auprès du peuple. oui, aussi. c'est ça. Enfin, en tout cas, le film montre qu'elle a une certaine responsabilité auprès du peuple, justement. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Et qu'elle, ils ont trouvé différentes façons d'épaissir le personnage, quoi. Et pareil pour moi, c'est plus un prince du coup. C'est un beau voleur rebelle, un beau criminel qui, pareil, va exister à l'écran plus de 2 minutes 30. Donc forcément, il y a des choses à écrire et c'est pas trop mal foutu. Donc voilà, c'est un rebelle qui, depuis que la nouvelle reine est au pouvoir, donc la méchante reine sorcière, et leur relation sentimentale, amicale, puis sentimentale entre les deux, et pas trop mal fichu. C'est assez simple. Oui, Mais, c'est simple. Mais... Ça prend le temps de s'installer, quoi. Enfin, ça comble le vide du film d'origine. Donc, bel effort sur ça. Je reconnais, bel effort. Et puis aussi, nous, ce qui avait tendance à nous exaspérer avec les remakes live Disney qui sortent encore tous les ans depuis plusieurs années, c'est que c'était des films visuellement qui laissaient très perplexes, quoi. Je suis poli, genre, mais c'est genre. Et donc, forme de bonne surprise, le film essaye autre chose. C'est-à-dire que, mais c'est toi qui me l'as fait remarquer, je n'arrivais pas vraiment à mettre les mots dessus, c'est que c'est un côté comédie musicale de Broadway, et plus vraiment Beaucoup envie plus de assumé. rendre hyper réaliste Blanche-Neige. Non, mais c'est ça, par le prisme Brodo, on a plus le sentiment d'être à l'intérieur d'un conte, Oui. justement. Là où, je sais plus, la Belle et la Bête, il me semble qu'on avait moins ce côté musical Broadway à travers les décors, etc. Oui. Donc, enfin, justement, on recherchait Ça se voulait un peu plus réaliste. action, un peu C'est plus ça, réaliste par exactement. endroit, c'est vrai. Et donc j'ai bien aimé cette approche-là. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il il réadapte aussi le film. Il ne cherche pas simplement à faire du copier-coller plan par plan. Oui. Même Oui, s'il y a quelques plans clins d'œil qu'on retrouve qui était dans le film d'animation et qu'on retrouve dans le live action. Là, aussi parce que le film d'original est assez vide en termes d'action, en termes de péripéties, etc. Donc le film doit chercher à de nouveaux plans, de nouvelles séquences à illustrer. Et je trouve que voilà, visuellement, il s'en sort plutôt pas trop mal. En termes d'éclairage, c'est pas du tout la même En chose. termes de décor, je crois qu'il. Enfin, Oui, non, Ouais, non, oui, c'est ça, ils donc c'est essayent normal. au moins de réinventer ces décors-là qui sont. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien foutus. Le décor de la maison, comment les présenter de nuit avec les petites lucioles, c'est assez joli. Il y a des points positifs quand même sur ce film, même si remake live, toujours un problème, parce que c'est toujours moins impressionnant que les versions animées, je suis désolé. Hein. C'est toujours. Et il y a un exemple qu'on va reprendre avec Thomas, c'est il y a un plan du puits. Donc Blanche-Neige regarde le fond d'un puits dans le film d'animation, et on ne sait pas où la caméra est exactement. On ne sait pas si elle est au-dessus, si elle est au-dessus d'elle et qu'on voit son reflet. On ne sait pas si la caméra est en dessous de l'eau et qu'on voit juste Blanche-Neige à travers l'eau, enfin sous l'eau.
Donc c'était impressionnant visuellement, et le film n'arrive pas du tout à reproduire cet effet-là, et est beaucoup moins magique, beaucoup moins marquant. Et il y a ça sur plusieurs plans, sur plusieurs séquences, sur plusieurs aspects du film, qui rendent juste le film moins marquant, moins effrayant par moments, avec cette scène de la forêt aussi, qui dans le film d'origine laissait place justement à l'imagination de Blanche-Neige avec des éclairages horrifiques, etc. Là, c'était vraiment un truc ils ont essayé de reprendre l'idée qu'elle est dans une forêt qui fait peur et elle court. C'est ça. Mais on raconte plus vraiment la même chose. Et c'était plus intéressant dans le film des années 30. C'est ça. C'était vraiment le truc dans le film d'origine. Elle a peur d'une forêt de la nuit. Et du coup, elle projette sur son environnement des trucs flippants. Et on le comprend sans aucun truc lourdingue. C'est raconté par l'image. Dans le nouveau, elle débarque dans une forêt un peu surnaturelle avec des grosses lumières rouges par endroits. C'est un peu flippant. Il y a un gros arbre avec une grosse voix sombre de gros monstres. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret et qui cherche à être plus réaliste. Et bizarrement, oui, c'est ça. Et en fait, on voit tout de suite que c'est une forêt effrayante, vraiment. Alors que dans la première version, c'est surtout l'imagination de Blanche-Neige qui rendait cette forêt effrayante aussi. Et même s'il y a moins de moments comme ça que dans les autres live action Disney, parce que les live action Disney, ils étaient remplis de scènes comme ça où on constate que c'est moins bien et moins puissant. Là, il y en a quelques-uns et ils font quand même un peu mal, quoi. C'est vraiment un truc de mise en scène. Et parce que l'animation t'autorise plus de choses, t'autorise à t'éloigner aussi de la réalité, ou là où le live te limite justement à cette envie de recréer quelque chose de réel, un conte c'est ça. En live, quoi. Et ça, même c'est toi qui m'as dit ça, j'avais oublié que la mort de la sorcière dans le premier film était vraiment marquante, avec un jeu de hors-champ, quelque chose d'assez violent qu'on voit pas, une espèce de tempête, un énorme rocher. Moi, c'est un film qui m'a traumatisé, Blanche-Neige, quand j'étais petit, le premier, l'original, parce que j'avais recréé des images dans ma tête qui n'existaient pas dans le film, en fait. C'est parce que j'avais imaginé la mort de la sorcière, comme si j'avais vu ce rocher lui tomber dessus. Et en fait, quand je l'ai revu, mais en fait, on ne voit jamais ce rocher qui tombe, on entend simplement. Et on n'a jamais de grands plans sur elle avant de mourir, comme on l'a souvent. Et c'est ça qui marchait aussi, quoi. L'animé laissait place à l'imagination du spectateur et à l'horreur qu'il pouvait imaginer, quoi. Du coup, on est encore, même si c'est un film qui fait mieux, mais on est encore sur un blockbuster à 200 millions de patates, qui est moins impressionnant visuellement. Alors cette fois, c'est pas un film d'animation des années 90, c'est un film d'animation des années 30. Donc c'est fascinant, quoi. Genre, c'est fou. Puis même sur parce que la direction de pas aller sur un truc photoréaliste à la Roi Lion, parce que c'est un peu absurde, mais d'aller plutôt sur un truc Broadway un peu qui assume l'artificialité, c'est de mettre des chansons, parce que c'est un peu une comédie musicale encore. Dommage. Elles sont pas folles, les chansons, et la mise en scène suit pas du tout. Il y a une des scènes où c'est pas le prince, du coup, je crois qu'il s'appelle Jonathan dans le film, et Blanche-Neige, une de leurs scènes qui développe un peu leur rencontre, leur relation, genre ils marchent dans une forêt visiblement gratuite de fan-film, et là il marche, quoi. Genre il y a un moment, des fois la chorégraphie, c'est des fois ils montent sur un tronc, enfin sur un tronc d'arbre qui traîne par terre, des fois ça s'assoit dessus, des fois ça se lève, et puis ça tourne autour d'un arbre. Et le plan est un peu le plan est un peu naze, oui. Et en plus des fois on a l'impression d'entendre une altération en post-prod des voix pour que les sons soient plus justes. Il y a un truc un peu particulier sur le chant qui est parfois un peu perturbant, bizarre. Donc c'est frustrant, les gens. C'est quoi ça Tant d'efforts pour se croûter devant la ligne d'arrivée, c'est relou. Mais bon, si on passait maintenant aux polémiques. Oui, voilà, parce qu'on on va pas s'éterniser là-dessus. Après, on va surtout finir la vidéo parce qu'on n'en peut plus. Mais donc, c'est un film qui a été un peu abandonné en vrai par la promo Disney. C'est parce qu'il y avait trop de polémiques, notamment sur le choix des acteurs et notamment sur l'actrice principale, à savoir une actrice non blanche pour incarner Blanche-Neige. C'est une réécriture. Ils l'ont plutôt bien justifié dans le film, à savoir que Blanche-Neige est née pendant un blizzard. Pendant un blizzard, avec la neige tombée, etc. C'est plutôt bien justifié.
Et je vois pas pourquoi on devrait faire une polémique sur ça. Mais bon, ça c'est évidemment Oui, voilà. les, Enfin, évidemment, les voilà, réacs de merde. Et puis à ça s'ajoute la présence de Gal Gadot au casting, qui est une actrice américano-israélienne et qui depuis plusieurs années maintenant défend régulièrement le régime israélien quand il commet des massacres et des tueries. Et puis, à ça, évidemment, il y a les questions sur la présence ou l'absence de personnes de petite taille au casting, parce que finalement, on vous l'a dit, les nains du film sont des créatures magiques en effets spéciaux, alors qu'il avait été question au début par Disney d'engager des personnes de petite taille pour jouer ces personnages-là. Ce à quoi donc Peter Dinklage avait répondu en estimant qu'il s'était plaint en expliquant que c'est quand même un peu une dinguerie que encore aujourd'hui les personnes de petite taille ne puissent jouer que les nains de Blanche-Neige au cinéma, c'est quand même grave. Enfin voilà, du coup Disney a cru bon de se dépatouiller de cette polémique naissante en faisant les nains du film en full CGI, donc ce qui recrée du coup une polémique parce que d'accord, vous refusez d'engager des personnes de petite taille, donc il y a quelque chose de maudit et d'impossible autour du film, alors même que c'est un film qui essaye d'actualiser de façon plus progressiste le film réactionnaire des années 30. Mais comme il peut pas, ou il se sent pas le droit de complètement réinventer toute l'imagerie, des étapes clés de l'histoire, forcément c'est casse-gueule et ça marche pas vraiment. Je trouve ça assez fascinant du coup que la trajectoire féministe de l'héroïne, de Blanche-Neige, alors qui est plus un personnage de chiffon, innocent, naïf et complètement con, qui est très heureuse de passer de faire le ménage et d'épouser un prince qu'elle connaît depuis 3 minutes, c'est devenu un personnage beaucoup plus intéressant. Mais du coup c'est un film qui nous raconte qu'avant la méchante reine, il y avait une royauté qui était super cool. Voilà, c'était la bonne monarchie sympa, tu vois, pas la mauvaise monarchie, la bonne monarchie. Et la lutte du personnage de Blanche-Neige, c'est de restaurer cette monarchie. Du coup, c'est un film. C'est un film qui, par féminisme un peu libéral, se retrouve à être royaliste bizarrement. C'est quand même trop bizarre. Et même chose. On peut pas faire on veut réécrire Blanche-Neige, mais on peut pas faire un film Blanche-Neige sans le prince à la fin ou le garçon à la fin qui fait un bisou à la belle endormie pour la réveiller. Mais c'était une agression sexuelle dans un film des années 30. On veut refaire ce film-là, comment on fait? Ils imaginent une espèce de... Je crois que c'est dans une chanson, où pendant une chanson, ils sont amoureux tous les deux. On écrit une histoire d'amour un peu plus... Oui, voilà. On raconte déjà vachement mieux le fait que c'est des gens qui se connaissent et qui commencent à être attirés l'un par l'autre de plus en plus. Mais il y a un dialogue où ils essayent de créer le consentement préalable de Blanche-Neige avant qu'elle soit endormie. Sauf que encore une fois, ça marche pas comme ça. C'est ok, on construit un peu mieux leur histoire. Et il y a eu cet échange 3 jours avant qu'elle bouffe la pomme et qu'elle soit morte, pensons-nous. Mais bon, c'est toujours une agression sexuelle en fait. Donc je comprends la tentative, mais ça reste casse-gueule au possible. Et c'est pour ça aussi que le film a quelque chose de... Je sais pas si ça aurait pu être bien en fait. Après, encore une fois, toi, t'as trouvé des idées, sans trop y réfléchir, t'as trouvé des idées qui rendaient le truc plus cohérent et moins problématique en fait. Bah, je sais pas, après, bisous sur le front, bisous sur la bouche. Oui, ou juste. Je sais pas. Mais s'il fait un bisou dans le cou, on dira aussi que c'est une agression sexuelle aussi. Enfin, on peut aussi. Oui, aussi, non, mais ça d'accord. Je sais pas non plus si le bisou sur le front, finalement, c'est très. Peut-être. Enfin... Ou alors juste, il pleure sur son corps, sur son visage, il y a une larme qui lui roule sur la joue, et c'est une larme d'amour pur, et elle se réveille, tu vois. C'était pas. Il y avait moyen de trouver un truc, mais le film est obligé de retourner sur des étapes clés du film d'origine. Alors même qu'il veut retourner tout son récit, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a une demi-heure de plus dans ce film, parce qu'on réécrit vraiment, on densifie des personnages, du coup ça rend le truc un peu maudit, quoi, un peu raté, et c'est un peu... C'est pour ça que la séance est très perturbante. Pour conclure, sur l'échelle du syndrome, qu'est-ce que tu mets comme note, en vrai? Ça m'emmerde, parce qu'il y a de vrais efforts respectables, mais c'est non. Pour moi, ça sera un non aussi. Non. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Blanche-Neige de Mark Webb. Un conseil pour nous, c'est aller voir la version de 1937 qui est géniale, voilà. Et c'est pas plus réactionnaire, mais qui est vraiment un meilleur film. C'est ça. Je suis désolé, c'est vraiment mieux mis en forme. C'est terrifiant parce que ça a 90 ans, mais c'est mieux. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a plu, pour nous dire aussi ce que vous avez pensé du film et des remakes live. On vous conseille aussi la chaîne YouTube Cinépop qui fait des vidéos, qui consacre ses vidéos à Disney et qui fait plein de vidéos justement qui compare aussi les live action et les versions d'origine. Donc
allez la voir. On avait fait un petit partenariat avec sur une de nos vidéos, La Belle et la Bête, la version tchécoslovaque de 1978. C'est ça, exactement. Donc allez la voir, on vous la met ici. Et puis Thomas, je te laisse conclure. Écoutez, soignez-vous bien en regardant nos films. Au revoir.